Je ne me souviens pas au juste des entretiens que nous avons eus, de tout ce que nous nous sommes dit l'un à l'autre au cours des heures à la fois pénibles et douces que nous passions ensemble la nuit, à la lumière tremblante de la veilleuse, presque au chevet de ma pauvre mère malade. De quoi n'avons-nous pas parlé? Je disais tout ce qui me venait à l'esprit, tout ce qui jaillissait spontanément de mon cœur, tout ce qui me sortait irrésistiblement, et nous étions si près du bonheur dans ces instants. Oh, ce fut là un temps triste et plein de bonheur. Et dans cette minute même, je me sens heureuse et triste en me souvenant de lui. Les souvenirs, qu'ils soient gais ou amers, sont toujours douloureux. Il en est ainsi chez moi en tout cas. Mais cette souffrance aussi est douce. Aux heures où le cœur ploie sous l'infortune, où une lourde mélancolie envahit l'âme assombrie par les épreuves, les souvenirs viennent la rafraîchir et la ranimer, comme ces gouttes de rosée que l'humidité du soir dépose, après une journée étouffante, sur les fleurs, et qui rappellent à la vie les pauvres pétales presque desséchés déjà, brûlés par la chaleur implacable du soleil. Ma mère se rétablit, mais je continuais à veiller la nuit auprès de son lit. Pokrovski me passait fréquemment des livres. Je lisais d'abord pour ne pas m'endormir, puis avec un certain intérêt, et avec avidité pour finir. Un monde nouveau, jusque-là inconnu, insoupçonné de moi, surgit devant mes yeux. Sous le choc de la lecture, des pensées et des impressions nouvelles affluèrent à mon cœur, dans un tumulte généreux. Plus grand était l'effort que je devais fournir pour m'assimiler ces idées neuves pour moi, plus il m'en coûtait de troubles et d'agitation intérieure, et plus j'appréciais cet enrichissement moral dont je me sentais bouleversée. Tant de choses surgirent dans mon cœur et s'y accumulèrent sans trêve. Un étrange chaos se fit en moi, qui paraissait envahir jusqu'aux profondeurs de mon être. Mais cette violence spirituelle ne put pas troubler définitivement mon équilibre. J'étais trop rêveuse, et c'est ce qui me sauva. Lorsque la maladie de ma mère prit fin, nos entrevues nocturnes et nos longues conversations en tête-à-tête s'interrompirent. Nous avions encore l'occasion d'échanger de temps à autre quelques paroles, le plus souvent banales et insignifiantes. Mais je me plaisais à leur attacher une signification spéciale, une valeur particulière, sous-entendue. Ma vie était si riche, si pleine, et j'étais si heureuse, si calme, si pénétrée d'un bonheur doux et tranquille. Quelques semaines s'écoulèrent ainsi. Un jour, le vieux Pokrovski vint nous voir. Il bavarda longuement avec nous et paraissait plus gai, plus vaillant, plus loquace qu'à l'ordinaire. Il était extraordinairement animé, riait constamment et faisait de l'esprit à sa façon. Il nous dévoila finalement la cause de son enthousiasme en nous informant que Petinka aurait son anniversaire dans une semaine exactement et qu'il viendrait rendre visite à son fils à cette occasion. Il nous confia qu'il mettrait pour la circonstance un nouveau gilet et que sa femme lui avait promis de lui acheter des souliers neufs. En un mot, le vieux était pleinement heureux et il parlait à tort et à travers. Son anniversaire. La pensée de cet anniversaire ne me laissa plus de repos, ni de jour, ni de nuit. Je résolus de rappeler à tout prix mon amitié à Pokrovski en lui faisant un cadeau. Mais que pouvais-je lui donner? Je finis par me décider pour des livres. Je savais qu'il désirait acquérir la collection complète des œuvres de Pouchkine dans la dernière édition, et je voulus les lui acheter. Je possédais une 30aine de roubles à moi, produit de mes travaux de couture. J'avais mis cette somme de côté pour m'acheter une nouvelle robe. J'envoyai immédiatement notre cuisinière, la vieille Matrena, s'informer du prix des œuvres complètes de Pouchkine. Malheur, les 11 volumes, en y ajoutant les dépenses de reliure, coûteraient une 60aine de roubles pour le moins. Où prendre cet argent? Je réfléchis longuement sans trouver de solution. Il me déplaisait d'en demander à ma mère. Elle ne me l'aurait certainement pas refusé,
mais tout le monde dans la maison serait mis ainsi au courant du cadeau, et celui-ci prendrait le caractère d'une récompense accordée à Pokrovski pour une année de leçons. Je souhaitais être seule à lui faire un cadeau, à l'insu des autres. Quant à la peine qu'il s'était donnée pour moi, je désirais lui en demeurer reconnaissante toute ma vie durant, sans aucune espèce de rémunération, en dehors du don de mon amitié. Je découvris finalement le moyen de sortir de la difficulté. Je savais qu'on peut obtenir chez certains bouquinistes des arcades Gostini des livres à moitié prix, en marchandant un peu, et que l'on trouve parfois chez eux des ouvrages en bon état, presque neufs. Je pris la ferme décision de m'y rendre à la première occasion. Celle-ci se présenta dès le lendemain. Il y avait quelques achats à faire pour notre maison. Ma mère ne se sentait pas assez bien. Quant à Anna Fyodorovna, elle eut pour ma chance un accès de paresse, en sorte que c'est moi qui fus chargée des emplettes. Je me rendis aux arcades en compagnie de Matrena. Par bonheur, je tombai assez vite sur les œuvres de Pouchkine, fort joliment reliées. Je me mis à marchander. Le bouquiniste fixa tout d'abord un prix au-dessus de celui qu'on paie en librairie pour des ouvrages neufs. À force de marchander, je parvins, non sans peine il est vrai, et après avoir fait mine plusieurs fois de me retirer, à faire baisser les exigences du vendeur, qui, de réduction en réduction, ne me demanda pas plus, pour finir, que 10 roubles en argent. Avec quelle joie je discutais avec lui. La pauvre Matrena se demandait ce qui m'arrivait, et pourquoi j'avais eu soudain l'idée d'acheter tant de livres. Mais malheur, je possédais en tout 30 roubles en assignats, et le marchand se refusait obstinément à me céder l'ouvrage pour un prix inférieur. Je le suppliai, j'insistai, et réussis finalement à le fléchir. Cependant, il ne consentit à rabattre que 2 roubles 50, et jura qu'il ne faisait cette ultime concession que par égard pour moi, parce que j'étais une jeune fille si sympathique, mais qu'il n'aurait jamais fixé un tel prix à quelqu'un d'autre. Cependant, il me manquait encore 2 roubles 50 pour conclure l'achat. Je fus sur le point de pleurer de dépit. Une circonstance tout à fait imprévue vint me tirer d'embarras. Non loin de moi, j'aperçus à l'extrémité d'une autre table chargée de livres le vieux Pokrovski, autour duquel s'empressaient 4 ou 5 bouquinistes. Ils l'avaient complètement désarçonné par leurs offres contradictoires, et il paraissait égaré, comme s'il avait perdu ce qui lui restait de raison. Chacun des vendeurs lui prônait sa marchandise. Dieu sait ce qu'il lui proposait et ce qu'il aurait été capable d'acheter. Le pauvre vieillard paraissait perdu au milieu d'eux et ne savait pas à qui il devait répondre, qui il devait croire. Je m'approchai et lui demandai ce qu'il faisait là. Le vieux se réjouit énormément de me voir. Il avait pour moi une affection sans bornes, tout aussi grande peut-être que pour Petinka. « C'est que je veux acheter des livres, Varvara Alexievna, m'expliqua-t-il. J'achète des livres pour Petinka. Ce sera bientôt son anniversaire, et comme il adore les livres, je suis venue en acheter pour lui. » Le vieux était d'habitude comique dans ses façons de parler, et il se trouvait par surcroît en proie à la plus grande confusion. Quel que fût le livre qu'il choisissait, le prix était chaque fois de 1 rouble d'argent ou de 2 roubles, 3 même. Il n'osait plus demander le prix des gros volumes et se bornait à glisser vers eux des regards d'envie, à feuilleter au hasard quelques pages, à les tourner et retourner dans ses mains avant de les remettre en place. « Non, non, ils sont trop chers, ceux-ci, murmura-t-il à mi-voix. Peut-être trouverai-je quelque chose par ici. » Et il se mettait à fouiller parmi les cahiers de musique, les brochures et les almanachs liquidés en solde. « Pourquoi donc songez-vous à acheter ces brochures, lui dis-je. Elles sont dépourvues d'intérêt. »« Mais non, répondit-il. Regardez donc, il y a là d'excellents petits livres, de très gentils petits livres. » Il traînait si pitoyablement ces derniers mots d'une voix chantante que j'eus l'impression qu'il était sur le point de pleurer de chagrin, parce que les beaux livres coûtaient si cher. Je croyais voir déjà une larme perler à ses yeux pour glisser le long de ses joues pâles et de son nez rouge. Je lui demandai combien il avait d'argent. « Voici, expliqua le malheureux, en sortant toutes les pièces de monnaie qu'il possédait
et qu'il tenait enveloppé dans un papier de journal graisseux. Il y a là 50 kopecks, puis 25 kopecks, puis pour 20 kopecks de monnaie de cuivre. Je l'entraînai aussitôt vers mon bouquiniste. « Ces 11 volumes ne coûtent ensemble, lui dis-je, que 32 roubles et demi en assignat. J'ai déjà 30 roubles. Ajoutez 2 roubles et demi et nous achèterons tous ces livres pour en faire cadeau en commun à Petinka. » Le vieux était fou de joie. Il versa sur la table toutes les pièces de monnaie qu'il possédait et le bouquiniste le chargea de notre bibliothèque commune. Mon brave vieux fourra quelques livres dans ses poches, en prit dans les mains, sous le bras, et les emporta chez lui en me promettant de me les apporter tous le lendemain de façon discrète. Le jour suivant, il vint rendre visite à son fils et resta chez lui comme à l'ordinaire, 1 heure environ, après quoi il entra chez nous et s'assit auprès de moi avec des airs de mystère ultra-comiques. Il souriait et se frottait les mains dans la fière satisfaction de détenir un secret. Puis il m'expliqua qu'il avait transporté les volumes chez nous sans être vu et les avait cachés dans un coin de la cuisine sous la sauvegarde de Matrena. La conversation passa ensuite à l'anniversaire que nous attendions. Le vieux parla avec abondance de la façon dont nous ferions ce cadeau à son fils, et plus il s'enfonçait dans ce sujet, entrant dans les détails, plus on sentait qu'il avait quelque chose sur le cœur dont il ne pouvait ou n'osait parler, comme si une crainte le retenait. J'attendais en me taisant. La joie secrète, la satisfaction intime que je lisais si clairement jusque-là, dans ses gestes bizarres, dans ses grimaces et dans les clignements de son œil gauche, avait disparu. Il devenait de minute en minute plus inquiet et plus triste. Enfin, il ne put plus se contenir. « Écoutez-moi, commença-t-il timidement, d'une voix mal assurée. « Écoutez-moi, Varvara Alexievna. Savez-vous quoi, Varvara Alexievna ?» Il paraissait tout à fait bouleversé. « Voici quoi. Quand viendra son anniversaire, vous prendrez 10 volumes et les lui donnerez vous-même, c'est-à-dire de votre part comme venant de vous uniquement. De mon côté, je lui donnerai le 11e tome et je lui en ferai cadeau en mon nom seulement, comme venant de moi seul. De cette façon, voyez-vous, vous lui ferez un cadeau et j'aurai moi aussi un cadeau à lui faire. Chacun de nous aura quelque chose à lui donner. » Ici, le vieux se troubla et se tut. Je le regardai. Il attendait ma décision avec une timidité anxieuse. « Pourquoi donc renoncez-vous à lui faire un cadeau en commun avec moi, Zahar Petrovitch ? » « C'est que, Varvara Alexievna, c'est que je pensais, parce que... » Bref, il acheva de se troubler, rougit, s'embarrassa dans sa phrase et parut tout à coup cloué sur place. « Voyez-vous, m'expliqua-t-il finalement, voyez-vous, Varvara Alexievna, il m'arrive parfois de prendre le mauvais chemin. C'est-à-dire que je crois devoir vous informer que je prends presque toujours le mauvais chemin, que je recommence constamment. Je suis prisonnier de mes mauvaises habitudes. Je fais ce que je ne devrais pas. Comprenez-vous, il fait si froid dehors certains jours, et j'ai aussi toutes sortes d'ennuis, ou bien c'est la tristesse qui m'envahit brusquement. Alors, il suffit qu'un petit désagrément m'arrive pour que je ne puisse plus me retenir. Je prends le mauvais chemin et je bois 2 verres de trop. Petrouchka est très mécontent de moi dans ces cas. Il se fâche, voyez-vous, Varvara Alexievna. Il me gronde et me fait tout le temps la morale. C'est pourquoi je voudrais lui prouver maintenant, par mon cadeau, que je me suis corrigée et que je commence à bien me conduire. Je veux lui montrer que j'ai économisé des sous pour acheter un livre, que j'ai mis de côté pendant longtemps, car je ne possède guère en fait d'argent que ce que Petroucha me donne de temps à autre. Il le sait bien. Il verra de cette façon quel emploi j'ai fait des pièces de monnaie qu'il me glisse, et il saura que j'ai fait cela pour lui.